La notion de spécificité dans le sport professionnel, bah pour en parler aujourd'hui, on reçoit Yaya. Salut Yaya, est-ce que tu peux te Salut. présenter? Ben écoute, Yaya Seguir, donc j'ai 35 ans, j'ai monté une société en 2016 de consulting en performance. Donc ben évidemment, j'aime bien me définir comme consultant en performance et coach, puisqu'en fait, deux casquettes, le casquette coach de dirigeant et la casquette coach, on va dire holistique quand je fais un accompagnement. Donc ça va autant sur le domaine sportif que mental, accompagnement, conseil nutritionnel, etc. Donc pour me définir, voilà, consultant en performance et coach, tout simplement. Ok, bah faut que les gens le sachent déjà. Tu es quelqu'un de ultra formé. Tu as fait énormément de formations. Tu es allé chercher très loin dans les formations que tu as pu faire. Et du coup, ça t'a amené aussi à observer beaucoup de choses sur le terrain et à avoir bah, un panel d'outils assez complet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on a décidé de parler un petit peu de la spécificité. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment besoin de travailler que sur les qualités, les faiblesses? Est-ce qu'il faut travailler sur toutes les qualités, les faiblesses, tu sais, chez un sportif professionnel? Parce que c'est bah, essentiellement eux avec qui tu bosses, quoi, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, en fait, il y a la notion en sport de méthodologie d'entraînement qui est hyper importante. Il y a toute l'histoire du développement de la méthodologie d'entraînement de Matveyev, tu sais, tous ces trucs-là, Platonov sur la Hmm. planification, des choses qui sont des bases de la science du sport. Mais après, quand je parle de notion de spécificité, c'est la notion d'adaptation sur le terrain. Exemple, on va faire des formations, on va nous dire que bah, pour développer la puissance, il faut faire de l'haltéro. Mais bien évidemment, quand tu arrives dans des clubs, n'importe quel club, que ce soit club de foot, rugby, etc., bah, tu es souvent soumis à quel âge déjà, à quel âge tu as l'athlète, à quel moment de son développement athlétique tu l'as, est-ce qu'il maîtrise l'outil haltéro? Donc, s'il ne le maîtrise pas, bah, est-ce que tu vas perdre, enfin, est-ce que tu vas prendre le temps de lui apprendre les mouvements? Il y a la notion de commande nerveuse, le temps d'apprendre les mouvements pour pouvoir obtenir ce que tu en as envie. Bien évidemment, il y a d'autres méthodologies qui sont développées sur ce type de problématiques. On connaît bien l'iso inertiel, tu vois, avec Gaël Foury. Dans le foot, ça s'est beaucoup développé puisque dans le foot, il y a très peu de sportifs professionnels qui sont formés aux méthodologies de l'haltérophilie, de la musculation. Donc, c'est une bonne chose de parler de notion de spécificité puisque, en fait, c'est toujours besoin-demande. Bonjour, j'ai un besoin, j'ai une blessure, mais bien évidemment, après, il y a la demande, il y a le besoin. Il y a la temporalité aussi. Donc, si tu es dans le foot, il y a les tests, la planification d'entraînement par rapport à la saison. Il y a les matchs qui arrivent. Il y a plein de choses comme ça. Donc, souvent, en formation, on nous apprend des outils. Mais après, derrière, bah, la notion de spécificité, elle est hyper importante. Quand on parle de spécificité, on parle de tout ça. On parle du temps, de la temporalité. Voilà. Et il y a un truc que je voulais dire, c'est que le haut niveau, on a souvent tendance à le sacraliser, SHN, haut niveau, etc. Mais moi, le haut niveau, ma vision du haut niveau, c'est toute une politique de développement suivant une fédération ou suivant un club, suivant quelque chose une entité. C'est-à-dire qu'on a un athlète, on est soumis à son passé. Donc, le passé qui est soumis aussi à quel club il a fréquenté. Est-ce qu'il a été dans une des sports un peu plus huppés? Il y a tout ça sur lequel on est soumis. On a souvent tendance à oublier que, OK, on arrive, on a un athlète, mais l'athlète, il a un passé. Est-ce qu'il a fait du sport étant jeune? Nous, on parle de réflexe archaïque, mais il y a tout le développement extra sportif qui rentre en compte sur une méthodologie d'entraînement. Donc, tout ça, c'est vraiment hyper important, quoi. Voilà. Alors super. Bon, t'as été un petit peu coupé, donc c'est pas grave, je cutterai au montage. Euh, par rapport, c'est, je t'ai formé toi en neuro, en réflexe archaïque. On dit souvent, est-ce que, c'est une question qui revient hein, régulièrement Bien par sûr. les entraîneurs, les prépas, est-ce qu'il faut absolument intégrer tel réflexe archaïque, Mhm. oui ou non? Donc nous, on donne nos réponses, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue. Ben, ça tombe bien, tu sais, il y a Bolo Dalen qui vient de faire, tu sais, la publication d'une étude Ouais. sur l'erreur dans le football. Il me semble que c'est avec le club de Troyes et une université. Donc, comme l'a dit Frédéric Aubert, c'est les entraîneurs font les méthodes d'entraînement, les scientifiques les vérifient et la performance les valide. Donc, en fait, les réflexes archaïques, c'est des choses qui sont étudiées depuis des années. Voilà, les Russes en ont recensé 300.
Donc après, derrière, c'est toujours cette notion de spécificité. Aujourd'hui, bien évidemment, on est dans une ère de marketing. Il y a les réflexes archaïques, on parle de préférence motrice, on parle de tout ça. À la fin, c'est quid de qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, en fait? Est-ce qu'il y a la performance, il y a la santé, etc. Pour apporter une réponse, c'est est-ce qu'on intègre ou pas un réflexe archaïque? La réponse, c'est ça dépend. C'est toujours ça dépend. Tu vois, ça dépend. Dans l'idéal, il faut que, bah, bien évidemment, on ait un contrôle il faut avoir le contrôle moteur. Et en réalité, un humain, c'est très complexe. Moi, en ayant étudié les réflexes avec Paul Landon, j'ai fait plusieurs formations chez Paul. Et après, j'ai fait aussi Philippe Van Acker en psychoposturologie. Bah, sur le terrain, tu vois que quelqu'un peut avoir un réflexe non intégré parce qu'il a eu un trauma, qu'il s'est fait agresser, qu'il a eu un accident de voiture. C'est pas Mhm. forcément qu'il a pas fait de quatre pattes à genoux. Si Ouais. par exemple il est soumis à un stress intense, il peut avoir un réflexe de Moro qui va évoluer. Euh, Moi, j'ai vu aussi sur le terrain, en ayant fait des méthodes d'intégration, que 2 semaines plus tard, hop, il y a le réflexe qui réapparaît. Donc ça, c'est des choses qu'on voit sur le terrain, qu'on voit pas forcément dans les bouquins ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est toujours la notion de spécificité. Si d'ailleurs il y a un athlète qui est en adaptation, il y a même des athlètes qui sont haut niveau et vous allez les tester, vous allez voir plein de réflexes non intégrés. Donc derrière, oui, bien évidemment, on va mettre en place des protocoles de réintégration de réflexes, tout ce qui est mouvements primordiaux, etc. On va faire appel à tous les outils que vous connaissez, que ce soit avec Labo RNP ou IMP de Paul Landon ou peu importe les méthodes. Hein, il y en a plusieurs méthodes d'intégration. Mais d'ailleurs, c'est OK. Est-ce que d'ailleurs, à la fin, vous allez obtenir une détente verticale de 2 mètres, quoi? À la fin, par exemple, là, je dis ça pour rigoler, mais il y a ces questions-là qu'il faut se poser aussi. Donc, bien évidemment, ça va aider d'un point de vue santé, ça peut aider. Euh, Prenons l'exemple RTAC, ça, c'est réflexe de calcitrer du cou. C'était 70% de ceux qui ont des RTAC, il me semble, ont des problèmes d'écriture ou de lecture, il me semble. C'était ça, non, c'était lecture. Ben, quid des 30%? Pourquoi les 30% n'ont pas de problème de lecture? C'est intéressant quand même d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est corrélé ou pas? Parce que derrière, il y a Ouais. des fois. Ouais, il faut pas penser de toute façon que c'est parce que un réflexe ne s'est pas développé qu'il y a une problématique. C'est peut-être parce qu'il y a une problématique qu'il y a un réflexe qui est aussi sous-jacent. Ça peut être aussi l'inverse. Et, euh, et après, est-ce qu'il y a réellement besoin d'intégrer, tu sais, les réflexes dans un cadre de spécificité? Moi, je vais te reprendre l'exemple. On a une personne qui est sur notre mastermind, Philippe, là, qui est à Paris. Donc lui, il est prépa physique à la Fédé de tennis. Et il me disait, il y a un jeune RTAC. Et donc, quand il fait son revers, comme il peut pas franchir la ligne médiane, pac, il bloque. Mais du coup, c'est son coup puissant. Tu vois? Le coup est tellement puissant qu'il surprend les adversaires. Mhm. Alors là, tu te poses la double question. Est-ce qu'on va intégrer son réflexe tonique asymétrique du coup parce que c'est son facteur de performance actuellement et c'est peut-être ce qui fait la différence sur les matchs, tu vois? Ou, ou en fin de compte, donc là, ouais, la question de pas l'intégrer, versus est-ce que peut-être plus tard, potentiellement, éventuellement, on ne sait pas, ça peut lui créer des problématiques. Ouais, des blessures. Ouais. Donc, tu vois, on est sur un balancement là où c'est compliqué. Après, je te rejoins énormément sur l'aspect émotionnel où, de toute façon, chez Ouais, la BNP, tu sais un petit peu comment on bosse. Nous, ouais, bien l'aspect sûr. émotionnel, c'est une des premières choses qu'on vient chasser parce que on retrouve énormément Mhm. de gens avec des problématiques émotionnelles, avec des traumas non résolus, etc. Et ça se répercute sur la posture. Et donc voilà, là, on se pose un peu moins la question de est-ce qu'il faut réintégrer ou pas, quoi. Le truc que j'ai observé par expérience aussi, c'est la notion de système cognitivo-émotionnel. C'est-à-dire que tout à l'heure, en off, on parlait de Paul Gagné, et Paul Gagné disait souvent 50% de ce qu'on fait, c'est de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est une croyance consciente ou inconsciente. Et les croyances, en fait, c'est pour ça que moi j'ai fait de la PNL, je me suis formé à tout cet outil-là. C'est la structure, comment la personne, quelles sont les croyances de la personne? Parce que la croyance de la personne sont vraiment hyper importantes. Qu'est-ce que ça signifie pour elle performer? C'est vraiment, c'est pour ça que je suis vraiment intéressé au coaching de dirigeants, à la manière de parler aux athlètes, d'essayer de les comprendre eux-mêmes sur la structuration de la manière. Tu sais, on parle de structure d'expérience subjective en PNL. Et ça joue énormément sur la manière dont ils voient.
le monde, la performance, le mouvement. Si demain vous avez un athlète, vous lui montrez qu'il a un réflexe archaïque et qu'il n'y croit pas, il n'y croit pas, le gars, c'est-à-dire qu'il dit, ouais, ok, tu me mets la tête là, rien à foutre, quoi. Et ben, ça va être très compliqué de mettre en place un programme d'intégration des réflexes. Ça va être très, très compliqué. Et, parce qu'il n'y croit pas. Alors, oui, inconscient ou conscient, si le mec il n'y Ouais. croit pas, tu peux Ah ouais. avoir les meilleurs, vraiment, On tu, revient sur la notion de d'avoir un objectif et de le comprendre, tu vois, et que ce soit un objectif qui te parle. Parce que si tu tapes complètement à côté, tu vas pas y aller. C'est si on te dit, pour être le meilleur, il faut faire du squat, mais que toi, tu détestes le squat, tu vas jamais être le meilleur parce que tout simplement, tu vas pas t'impliquer dans le process. Et c'est pareil avec les réflexes archaïques. Moi, je dis souvent, j'ai fait l'erreur au début quand j'étais dans ma salle de sport, j'arrivais et je disais aux gens, allez, on va faire tel truc de neuro, tel truc de réflexe archaïque. Les gens, ils me regardaient, ils disaient, attends, on n'a pas envie de faire, tu vois, c'est trop bizarre ton truc. Tu vois, et par contre, quand il faisait mal un, un push press, qui faisait mal un soulevé de terre, que là je leur disais, tiens, on va faire tel exercice, et qu'après ça allait, et que les mecs ils étaient plus performants, ils me disaient, waouh, ouais, c'est génial, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait ce que avant tu voulais pas faire. Parce que l'objectif n'est pas le même et que la compréhension n'est pas la même. Donc il faut que la personne adhère qu'au process. C'est sûr, c'est sûr. Et tu sais, je me rappelle, à Dijon, j'avais Abersadi, il disait que allez, à la fin du final du 1500 mètres, tu as 10 athlètes, mais tu as 10 systèmes d'entraînement différents. Tu as 10 Hmm. systèmes d'entraînement différents. Pourtant, les mecs, ils sont à quelques dizaines de secondes. Donc, derrière, ok, c'est bien la méthode d'entraînement, c'est bien tout ça, éviter d'avoir des taux de blessure, etc. Mais après, on touche vraiment à la croyance, à la philosophie. Est-ce que tu travailles un point fort ou un point faible? Parce que tu vois ce que je veux dire? Après, Ouais, on retrouve des. Après, on n'est plus en mode entraînement, on est en mode stratégie. Moi, je suis vraiment. Aujourd'hui, on parle de planification. Moi, je suis plutôt sur de la stratégie. Vraiment, je fais de la stratégie avec les gens parce que quand tu coaches un dirigeant, le mec qui dit je bosse 50 heures par semaine, bonjour, je veux faire du sport, je veux aller mieux. À un moment donné, tu es peut-être obligé de dire, bah, tu vas pas t'entraîner 1 heure, donc on va s'entraîner 5 minutes. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire quelque chose en 5 minutes? La réponse est oui, bien évidemment. Mais qu'est-ce que je vais prioriser? Tu vois, est-ce que d'ailleurs, je vais partir sur du Butenko, des trucs comme ça, tu vois, sur tu sais, je vais, avec tout le savoir qu'on a aujourd'hui, on peut arriver à faire quelque chose avec n'importe qui. Mais après, est-ce que la personne veut le faire? Quelle marge de manœuvre il donne? Est-ce que la fédération, elle donne quelque chose? Souvent, moi, j'ai des ouais, entraîneurs, ils me disent, Yaya, je peux rien faire dans le club. J'ai pas ça, j'ai pas ci. Bah, je dis, mec, faut t'adapter. Tu vas t'adapter à ton coach, à ton entraîneur. Tu vas t'adapter à ton dirigeant de club. Tu vas t'adapter à ta politique de développement de ton club. Tu vas t'adapter aux joueurs que tu as. Tu vas t'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que oui, tu arrives de la fac, tu arrives des formations, mais il y a un moment donné, en face, tu as un humain. Et l'humain, d'ailleurs, il demande une adaptation, il demande une suradaptation même, tu vois. Donc, t'as besoin. Est-ce que tu es dans le dictat de j'ai mon système d'entraînement, mon système de ça, soit tu rentres pas. Et là, dans ce cas-là, bah, tu vas automatiquement avoir une sélection sur les athlètes avec qui tu travailles. Ou derrière, toi, tu dis, bah non, mais moi, je vais m'adapter parce que bah, c'est comme ça fait partie de la vie. tout va dépendre d'un contexte, hein. Mais ça me fait écho ce que tu dis parce que finalement, tu sais, quand je faisais à l'époque encore que de la préparation physique, ben, je cherchais quel était le meilleur truc pour être bon en planification. Tu vois, c'est le rêve de tout coach sportif, enfin tout préparateur physique. Quelle est la meilleure planif? Comment je vais planifier au mieux? Je lisais un livre qui disait telle chose, je lisais l'autre livre qui disait le contraire. Et puis au final, je pense que peut-être que l'ouvrage qui m'a le plus ouvert les yeux et puis qui finalement, en même temps, m'a rendu le plus triste, c'était le poste de la performance de Michel Dufour. Et Mm. t'avais lu les bouquins de Dufour? Ouais, Ouais, je disais là. Dufour, pour moi, c'est une pépite, tu vois, aux éditions Volo d'Haleine. Dufour, c'est de la pépite. Et en fait, tu lis le puzzle de la performance, tu as compris ce que c'est, la planification réellement. C'est que la Mm. planification, bah, il n'y en a pas vraiment. Tu vois, ça dépend d'un contexte, ça dépend de, de ce qui va Ouais, fonctionner mais ou pas. c'est une petite blague. Tu sais, tu avais le colloque, je crois que c'est en 2011 sur la planification d'entraînement à l'INSEP. Et pour moi, c'est le colloque des mythos. Il y a personne, à part Nostradamus, il y a personne qui va dire je vais faire ça et je vais tout réussir. Ça n'existe pas. Et Oui, puis un c'est mec vrai. qui dit, ah, j'ai prévu de faire ça, puis en fait, voilà, tout s'est bien passé. À la fin, médaille olympique. Bah, non, aujourd'hui, c'est très, 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 c'est quasiment impossible de, non, mais c'est impossible d'avoir une planification d'entraînement. J'ai tout réussi à faire, hein. Tout nickel. Ouais. Le matin, le mec, je savais qu'il allait être à temps de RPE.
C'est pas possible, surtout avec des SHL à l'INSEP, tout planifier, c'est très, 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 très difficile, quoi. Donc, Ouais. l'adaptation, moi, c'est pour ça que je suis parti sur cette notion de stratégie. Et faut pas oublier que il y a eu Platonov, mais à l'époque de Platonov, la notion de pic de performance, il n'y avait pas autant de compétition dans les bouquins qui dit. C'est pour ça que nous, on parle de neuro. Non, j'aurais lu les bouquins de Matveyev, Platonov. Je crois qu'une des premières pages du bouquin, il parle de notion de surcharge du système nerveux, etc., de comment on travaille sur le système nerveux. Donc, en fait, oui, nous, on parle de neurologie, il faut que ce soit de neurosciences. Mais en réalité, les mecs, ils étaient déjà dessus il y a 40 ans, 50 ans. Et cette notion de système cognitivo-émotionnel, encore une fois, elle est hyper importante. Et il faut avoir cette notion de spécificité et l'adapter au mieux. Voilà. Je pense pas que il faut avoir un carcan de dire, OK, il faut que je fasse tout. Non, faisons du mieux possible et du mieux possible pour l'athlète surtout, pas pour nous. C'est plus important. Ouais, alors là, tu vois, j'ai un trou, mince, comment il s'appelle déjà? Le mentor d'Anto Baptiste. C'est. Ah, alors, il en a plusieurs. Il a Marc Vouillot et il a Non, Emmanuel Emmanuel Léger. Léjard. Et Emmanuel Léjard, quand tu lis ses bouquins, qui datent quand même d'il y a un petit bout de temps, enfin, j'allais dire, on peut les trouver chez Amphora, mais bon, ils sont plus édités depuis longtemps, mais on peut quand même les trouver de temps en temps. Et lui, il parlait de ces notions aussi, bah, tu sais, de voix descendante, réflexe archaïque, etc., tu vois, enfin, et même d'hypnose, d'auto-hypnose, tu sais, pendant une séance, et ça remonte à il y a très très longtemps, avant que tout le monde en parle. Donc finalement, il faut aussi choisir peut-être ses Ouais, auteurs. et moi, c'est pareil. Bon, je sais que tu viens d'Altéro, j'ai des entraîneurs bulgares, j'étais à la FHM Fac, et ils faisaient déjà du training autogène, les mecs, à l'époque. Tu vois, souvent, on se dit, ouais, on fait un truc nouveau, etc. Mais ils étaient déjà dessus sur les notions de système nerveux, hormonal, approche hormonale de l'entraînement. Ils avaient déjà ce type d'approche. Maintenant, après, derrière, faut pas oublier, maintenant, on est sur une nouvelle population. Aujourd'hui, il y a une génération Y, Z qui arrive là. Et les milléniaux, c'est très difficile à entraîner. On se retrouve avec les mêmes problématiques en entreprise. Tu as des gens qui, en termes motivationnels, voilà, faut être, comme on dit, faut être dans l'adaptation. Moi j'ai appris à entraîner avec des gens qui voulaient pas s'entraîner. Tu vois, j'étais à Bobigny en boxe, donc tu as des gamins qui veulent pas s'entraîner. J'étais, tu vois, dans des quartiers dans le 93 où les gens ne veulent pas s'entraîner. Donc derrière, voilà, faut arriver à les faire entraîner, quoi. Tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que cette notion de spécificité, elle est hyper importante parce que aujourd'hui, oui, on veut mettre de l'haltéro. Avant, il y avait une méthode du CrossFit, être bon partout, mais à la fin, on en arrive toujours à. Tu fais du CrossFit, faut être bon au CrossFit. Tu veux être bon au jiu-jitsu, faut faire du jiu-jitsu. Tu veux faire du foot, faut être bon au foot, quoi. À la fin, on arrive à qu'est-ce qu'on a besoin, et quelle est la demande, et quelle est la demande de l'athlète. Voilà, surtout, c'est ça. Je t'entends pas. Pardon, désolé. Ouais, on arrive en bout de course. Il nous reste plus que, enfin, moins d'une minute. Où est-ce qu'on peut te retrouver? En tout cas, je te remercie là pour cet échange. Et si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, je suis très peu sur les réseaux sociaux, mais il y a mon numéro sur Internet. Hein, et tape Yaya Seguir, il y a mon numéro si ceux qui veulent m'appeler. J'ai un site web, mais je l'ai pas mis à jour, mais je travaille beaucoup sur recommandation. Donc voilà, là, je développe beaucoup le consulting en performance dans le football. Et pareil, sur tout ce qui est intermédiation. Là, en ce moment, je travaille vraiment sur tout ce qui est développement du secteur du football, quoi, tout simplement. Mais il y a mon Super. numéro, je suis ouvert à n'importe qui a des questions par mail ou par message privé sur Facebook. Aucun problème pour répondre. Voilà. Avec grand Bah, plaisir. merci beaucoup. Merci pour ce passage. Et Merci. je te dis à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Salut. Salut.